Salut à tous! Nouveau concept de vidéo, on va s'attarder un peu sur tout ce qui se passe sur le mercato et on va essayer d'éclairer ça avec les statistiques. Pour ce premier épisode, entre guillemets, encore une fois je l'ai fait avec les doigts alors que vous me voyez pas, on va s'attarder sur des joueurs très connus de Ligue 1 et on va voir si on pense que les équipes font des bonnes affaires ou non. Je suis obligé de commencer avec Mauro Icardi. Déjà si on revient sur son profil, c'est vraiment un 9 renard des surfaces. On remarque tout de suite dans ses stats qu'il prend uniquement des tirs dans des zones très dangereuses. Alors ça, le contexte PSG doit jouer un peu, mais c'est surtout son habileté à toujours être démarqué dans la surface de réparation qui crée cela. Ce qui est plus surprenant et qu'on remarque avec les statistiques, c'est que contrairement à la réputation qu'il a en termes de pressing déclenché, il est vraiment au-dessus de la moyenne et il est pas si inutile dans le jeu que cela, car il est capable de temps en temps de trouver la bonne passe qui va faire la différence, même si c'est pas du tout sa qualité première. Donc quand on met tout ça bout à bout et qu'on voit le prix payé par le PSG qui est même en dessous de la valorisation Transfermarkt, eh bien on peut dire que le club a fait vraiment une très bonne affaire du point de vue sportif. Le gros point d'interrogation, c'est l'extra sportif, où Icardi est pas réputé pour être le joueur le plus sérieux pour se maintenir en forme et où en actant sa vente, le PSG récupère la version siliconée de Véronique Rabiot. Mais Mauro Icardi n'était pas le seul avant-centre international dont l'option d'achat a été levée. Il y a eu également le cas de Karl Toko Ekambi et pour le coup les supporters lyonnais ne s'y attendaient pas vraiment. Déjà, comme son radar le montre, il a pas forcément brillé en championnat avec l'Olympique lyonnais, mais il a clairement des circonstances atténuantes. Il a joué quasiment la moitié du temps sur l'aile et plus souvent à droite qu'à gauche, ce qui n'est pas le côté qu'il préfère. En plus de ça, avec la fin brusque du championnat, il a pas eu beaucoup l'occasion de se montrer. Il a joué que l'équivalent de 6 matchs pleins, donc c'est un échantillon très faible pour juger de la qualité d'un joueur. Si on compare à ce qu'il faisait à Villarreal, on voit qu'il y a eu une baisse de production et on voit clairement qu'il a dû s'adapter à ce qu'on lui a demandé. Donc je pense pas que le Toko Ekambi de Villarreal n'existe plus. Et comme je l'ai dit dans ma deuxième vidéo, je pense vraiment que le prix qu'a payé l'Olympique lyonnais correspond à la valeur du joueur. Mais ma sensation, c'est que le club a d'autres besoins, par exemple un latéral gauche peut-être, et surtout des ailiers. Donc je suis pas sûr que c'était la priorité de lever l'option d'achat de Toko Ekambi, surtout si l'enveloppe des transferts est moindre que d'habitude, vu qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Bref, je suis pas hyper fan de ce transfert. Si on passe aux rumeurs chaudes du moment, on va continuer avec l'Olympique lyonnais, et je dois parler du fait que Jean-Michel Aulas semble pousser Ousmane Aouar vers la porte de sortie. Alors, est-ce qu'il va avoir raison de le faire ou pas? Ça reste à voir. Quand on regarde la saison qu'il a effectuée cette année, il a quand même fait des choses remarquables. Même si par moments il semble disparaître des rencontres, on peut pas ignorer le fait qu'il garde une influence importante sur le jeu de l'OL. Surtout qu'il a été baladé à plusieurs postes, et qu'il a pas forcément été mauvais, notamment quand il a été utilisé à gauche. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il a été moins bon que l'année dernière, et c'est pas ce qu'on attend d'un jeune joueur. En plus de ça, on annonce des offres à plus de 50 millions d'euros, et donc forcément ça amène à réfléchir. Je garderai à avoir au moins une saison de plus, juste pour profiter de son association avec Guimarães, qui semblait déjà très prometteuse. En plus de ça, il est possible qu'il soit plus valorisé avec une saison de plus, parce que le contexte de cette année était vraiment très particulier à Lyon, avec une instabilité comme jamais. Un autre milieu prodigieux qui est dans toutes les rumeurs, c'est Eduardo Camavinga. Apparemment, le Real Madrid serait très chaud sur lui, mais est-ce bien raisonnable? Le joueur est très en avance pour son âge. Personnellement, je pense pas avoir vu un joueur de 17 ans aussi fort au milieu de terrain, mais certains le vendent déjà comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Et je pense qu'il est pas encore à ce niveau-là, même s'il a des qualités très remarquables, comme sa qualité de dribble, de façon générale sa conduite de balle, ou son activité défensive. Mais il a aussi des défauts. Je pense par exemple qu'actuellement il en fait un peu trop défensivement, et que du coup il est souvent battu par des dribbles. Et c'est clairement un défaut de jeunesse. Avec de l'expérience, il arrivera à comprendre quand est-ce qu'il faut sortir et quand est-ce qu'il faut cadrer son joueur. De la même façon, je pense que les gens surestiment sa qualité de passe, parce qu'il a eu des highlights très impressionnants, et c'est certain qu'il est capable de faire des choses avec son pied, mais comme le montrent ses stats, il l'a pas fait si souvent que ça. Les through balls, ok bon j'ai raté, à part les profs d'anglais qui arrivent à le dire en France. Donc pour les passes derrière la défense, on voit qu'il est juste dans la moyenne, et pour d'autres passes à vocation vraiment très offensive, que sont les passes qui permettent une rentrée dans la surface de réparation, ou les passes qui mènent à un tir, il est en deçà de la moyenne de son poste. Ça montre bien qu'il n'est pas encore au niveau stratosphérique que certains veulent nous faire croire. En fait, je pense qu'on a tous eu un biais de ouf sur le joueur, parce qu'il a sorti un match incroyable face au PSG en début de saison, et on a projeté ça sur l'ensemble de sa saison. Pour lui, transférer au Real Madrid, ce serait pas forcément la meilleure des idées. Idéalement, il devrait faire une saison de plus à Rennes pour montrer qu'il peut être l'énorme patron du milieu de terrain et avoir le niveau qu'il a été capable d'avoir lors de ses pics de performance. Enfin, il y a une autre rumeur de départ à Rennes, ce serait le départ de Mbaye Niang. Alors je comprends que Niang en pointe à l'OM ça rappelle de bons souvenirs, mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre financièrement comment c'est possible. On me dit d'un côté que l'OM est dans une merde noire et de l'autre on parle d'un transfert de quasiment 20 millions d'euros pour un nouvel attaquant. Bon, supposons que ces rumeurs sont quand même fondées, vu comment elles sont insistantes. Qu'est-ce qu'a donné le joueur cette année? Bien comme vous le voyez, pour un avant-centre, il a été relativement moyen. Et si on le compare à Dario Benedetto, on voit que c'est le même calibre de joueur. Donc est-ce que ça a vraiment du sens de sortir 20 millions avec un budget serré pour Niang? Le seul vrai avantage, c'est qu'il est plus jeune que Benedetto. Et si on part du principe qu'il n'y aura qu'une seule pointe, ça semble hyper étonnant, vu le prix de Benedetto, de déjà vouloir en faire un remplaçant. Comme Camavinga, je pense que Niang a bénéficié du fait qu'il a été très bon dans les matchs les plus vus de Rennes, en particulier contre l'OM et le PSG. Bref, je trouve cette piste très curieuse, et je ne vois pas en fait comment un système avec Benedetto, Niang, Payet, Eto'o
20 peut fonctionner. C'est tout pour cette vidéo. Comme vous le voyez, elle est assez différente des autres, que ce soit visuellement ou sur le concept. Donc je serais très curieux d'avoir votre retour sur ça, parce que je suis un peu sorti de ma zone de confort. Portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo.